contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan après plus d'un mois de voyage en Thaïlande. Même si je suis toujours en Thaïlande aujourd'hui à Bangkok, j'ai vraiment envie de faire un retour, un bilan tout simplement sur comment je vais, comment je suis, qu'est-ce que j'ai appris, surtout qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce qui est intéressant de partager avec vous. Plus d'un mois de voyage, là ça fait... C'est mon 50e jour je crois. Oui, mon 50e jour. Je suis arrivée le 30 janvier en Thaïlande. Et donc j'entame ma 7e semaine ici. Et comme vous le voyez, je suis toujours pas rentrée. Et tant mieux parce que je pense qu'il vaut mieux pas être en France en ce moment. Ici il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de choses spéciales. Juste à partir d'hier, ils ont décidé de fermer les bars et tous les lieux de divertissement. Donc genre cinéma, combat de boxe, combat de coq. Oui, combat de coq, on est en Thaïlande. Pendant 15 jours, histoire d'arrêter aussitôt que possible le virus de se répandre. Mais en dehors de ça, tout le monde vit normalement, dehors, tout le monde travaille. Et il n'y a pas du tout de climat d'anxiété comme j'imagine en France, en Europe et aux États-Unis, enfin un peu partout. Les gens sont assez calmes, assez civilisés, et même si bien évidemment ils sont victimes d'anxiété comme tout le monde, ils vont absolument pas la partager. Et donc c'est pas du tout difficile de vivre le coronavirus ici, faut dire la vérité. Il y a tout en plus qui est fait pour nous rassurer, c'est-à-dire que tout le monde porte un masque, tout le monde utilise tout le temps du gel antiseptique, se lave tout le temps les mains. Devant les magasins, il y a du gel antiseptique. On prend ta température partout aussi pour vérifier que tu puisses entrer dans les endroits publics. Il n'y a pas de panique, les magasins sont pas spécialement remplis. Enfin voilà, il y a quand même une partie de la population qui flippe et qui rentre dans leur maison de campagne, dans leur maison de famille en fait, notamment les étudiants. Moi je sais, je me suis fait pas mal d'amis en début de voyage, donc en février. Et ensuite je suis partie et quand je rentrais du Cambodge, on avait prévu de voyager ensemble avec mes amis thaïlandais, de partir à Chiang Mai dans le nord. Et en 2 semaines, il y avait eu plus on était arrivé à 50 cas de coronavirus. Et c'était les 50 premiers en Thaïlande. Et du coup, leur famille leur a tout de suite dit « Ah non, non, mais en fait, Bangkok, c'est mort, tu rentres à la maison, tu restes avec nous. » Donc voilà, il y a quand même pas mal de gens ici qui sont très... ils sont dans les précautions, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de cas ici. C'est vraiment bien pour moi, pour ma santé mentale, quoi, de vivre dans un environnement pareil, puisque déjà, on le ressent pas au quotidien, à moins qu'on soit collé sur les médias et qu'on soit collé sur les réseaux sociaux et qu'on soit tout le temps en train de vérifier les news, ce qui n'est absolument pas mon cas puisque je sais que c'est pas du tout une bonne chose à faire, et on n'a pas l'impression qu'il y a un coronavirus, voilà. Donc ça c'était le petit point avant de commencer ma vidéo sur qu'en est-il du coronavirus ici, comment ça se passe. Maintenant passons à mon voyage, mon expérience, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'en tire surtout. Alors déjà revenons à la base, qu'est-ce qui m'a pris de partir un mois en Thaïlande? What the fuck Léa? C'était en janvier, début janvier, je me disais de quoi j'ai envie cette année, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans ma vie. Et le truc qui me pesait le plus, enfin les 2 choses qui me pesaient le plus, c'était mon envie de voyage qui avait pas été vraiment concrétisée pendant l'année 2019. Et j'ai tellement travaillé en 2019, j'ai tellement mis en place de nouvelles choses, du point de vue de ma carrière surtout, et du point de vue de ma vie personnelle, des nouvelles exigences, des nouveaux objectifs, que j'ai pas tant que ça voyagé et je me suis dit là vraiment point d'honneur en 2020 à voyager. Et j'avais pas forcément envie en fait de voyager dans plusieurs pays, j'avais plus envie pour une première fois de passer un long moment dans un endroit, dans un pays. Et c'est vrai que donc l'année dernière je suis partie pour la première fois en Thaïlande et ça m'a vraiment transformée, c'était vraiment un énorme coup de foudre pour moi la Thaïlande. Et ça me semblait du coup juste de découvrir la Thaïlande une 2e fois, mais pas faire les endroits touristiques et plutôt me poser et faire des vraies expériences de vie en fait qui vont me permettre de me connecter à la culture thaïlandaise, à la vie thaïlandaise, aux locaux et de comprendre en fait tout simplement pourquoi je me sens si bien. Franchement je voulais déménager là-bas l'année dernière, je voulais carrément aller vivre là-bas. C'est pour vous dire à quel point j'avais aimé. Et aussi en fin 2019 j'ai commencé à faire du volontariat et ça m'a vraiment aidé à être plus qui je suis vraiment. Donc ce que je faisais c'est que j'apprenais le français à des réfugiés dans une association, donc c'était vraiment super bien. Et je me suis dit voilà, on va partir en Thaïlande et on va essayer de faire du volontariat. Et mon autre rêve c'était, donc un de mes autres rêves c'était de m'installer un jour pour une durée indéterminée, ça peut être quelques mois même, en Thaïlande, à Bangkok spécialement. Et 3e rêve, de passer un certain temps
dans un temple bouddhiste, dans un monastère bouddhiste, peu importe, si possible dans la nature, si possible en faisant du volontariat, donc en aidant le temple, les moines d'une manière ou d'une autre, et en apprenant sur la méditation, la prière, enfin le bouddhisme en général. Et en 2 semaines ou 3 semaines de recherche début janvier, tout était parfait. J'ai trouvé du volontariat dans une école à Bangkok, j'ai trouvé un temple bouddhiste à Koh Samui, donc dans le sud de la Thaïlande, c'est une île Koh Samui, qui accueillait des étrangers pour une semaine de retraite méditative. Je me suis dit allez c'est parti, on part 1 mois en Thaïlande, on va visiter un petit peu la Thaïlande, en même temps faire du volontariat et passer ce temps-là dans le temple bouddhiste. Donc ça c'est ce que j'ai fait au mois de février. Je suis arrivée à Bangkok, j'ai fait 2 semaines de volontariat, c'était tellement bien, tellement incroyable. C'était pas facile parce que j'étais dans des conditions très, comment dire, différentes de celles dans lesquelles je vis en France, à Paris. J'étais en fait logée au début dans l'école, dans un dortoir et ensuite dans une famille thaï. Les conditions de vie sont pas les mêmes quoi forcément. Mais voilà, c'était une expérience magique parce que je me suis vraiment sentie mais tellement accueillie, tellement acceptée par les Thaïlandais. Et c'est des gens qui donnent sans compter, sans attendre en retour. Bien évidemment, c'est pas tous des anges, hein. Enfin voilà, c'est comme tout le monde, c'est comme partout. Mais quand ils sont gentils, et la majorité sont extrêmement gentils, ils sont très gentils. Par contre, l'inverse est vrai, hein. Quand ils sont méchants, ouf, faut même pas déconner 5 minutes quoi, parce que tu vas te retrouver dans la merde. Mais ils ont un cœur hyper ouvert et ils montrent qui ils sont vraiment et ils connectent directement avec toi, pas du tout de la même manière qu'en France. Ici, en Thaïlande, par exemple, on ne verbalise pas ses pensées. Donc ça va vous paraître super bizarre, mais par exemple, je passe du temps avec mes amis thaïlandais et ils vont pas dire ce qui leur passe par la tête. Ils vont pas, par exemple, ils posent pas vraiment de questions personnelles ou pas vraiment de questions tout court. C'est plus une façon de connecter au réel en fait, à ce qui se passe, en réaction à ce qui se passe. Et à vivre la vie un peu plus simplement en fait, un peu plus dans le présent, mais vraiment dans le présent. On va profiter du repas, on va parler du repas, on va parler de ce qu'on aime manger, de ce qu'on connaît. Et c'est des gens qui sont très discrets, assez timides. Et du coup, bah, les questions personnelles, c'est pas c'est pas leur délire en fait. Et ils aiment pas trop d'ailleurs, j'ai remarqué, je me suis pris plusieurs remarques plusieurs fois, qu'on pose trop de questions. Nous les Français, alors on verbalise tout ce qu'on pense, on pose tout le temps des questions, on fait part de nos états d'âme en permanence. Eux pas du tout, ils essayent vraiment d'être super positifs le plus possible, super calmes. Et d'ailleurs ils le sont, hein, c'est pas qu'ils essayent, c'est qu'ils le sont. Et c'est très mal vu ici de partager ses émotions négatives, donc c'est juste quelque chose qui ne se fait pas. Et c'est cool du coup parce que ça préserve une très bonne atmosphère. Donc, par exemple, s'il y a un problème, on va pas se plaindre, on va trouver une solution, on va rester positif, mais on va pas se plaindre, c'est-à-dire on va même pas le dire quoi. Alors parfois ça peut poser des problèmes parce que du coup bah on peut pas parler des problèmes, mais la majeure partie du temps c'est vraiment très bien parce que on perd pas de temps en fait sur le négatif, on regarde même pas le négatif, on regarde le verre à moitié plein. Et du coup, on passe du temps à profiter de la vie. Ils sont vraiment comme ça, je trouve, les Thaïlandais, à profiter de la vie et concentrés sur voilà, bien manger, faire la fête. Hein. Ils sont vraiment très concentrés sur manger et faire la fête. Ça aussi, ça a des points négatifs. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont comme passe-temps de boire au bar. C'est pas ouf quand même pour la santé. Pareil, les hommes fument beaucoup aussi, c'est pas ouf. Mais après, je suis pas là pour les juger. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, on le sait tous, c'est pas le truc le plus sain pour la santé quoi. Et après en dehors de ça, moi, mes amis et beaucoup de gens que j'ai rencontrés sont quand même hyper focus sur manger sain, faire attention à sa santé, à son corps, faire du sport. Ils vont tout le temps à la salle, à la gym, ils essayent de... Par exemple, ils vont danser, ils vont dans des bars, mais genre en mode pour danser quoi, vraiment ils y vont à fond, genre ils perdent pas 1 minute quoi. Donc je pense que ça compense aussi d'un certain côté. Le physique ici aussi c'est assez important, bien présenté, être beau, sentir bon, les gens ils sont propres, ils sentent bon, ils sont tout apprêtés, c'est assez mignon et agréable. Au quotidien ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est des gens assez faciles en fait à aimer, assez faciles à vivre, qui essayent vraiment d'avoir un impact positif, j'ai l'impression. Après c'est certainement lié au bouddhisme, mais c'est sincère en fait, parce que je me disais au début, bon, bah, ils essayent tous d'avoir de donner la meilleure impression, puis après je vais certainement voir qui ils sont vraiment et ce sera peut-être moins joli.
Non, même en découvrant vraiment, en prenant du temps avec eux, toujours des gens qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est magnifique je trouve. Après, il y a ce côté un petit peu silencieux, timide, discret des Thaïlandais qui pour moi est pas toujours facile à gérer. C'est-à-dire que c'est un peu silencieux, quoi, c'est un peu calme. Et puis moi, je suis un petit peu folle, quoi. Donc parfois, c'est pas que je m'ennuie, c'est que je suis en mode, je me pose des questions, quoi. Je me dis, oh, mais est-ce que ça va? Est-ce que j'ai dit un truc qui va pas? Et en fait, non, il y a rien. Donc moi, j'ai tout de suite vraiment adoré les Thaïlandais. Et au bout de 2 semaines, quand j'ai dû quitter Bangkok pour aller à Koh Samui dans le sud et rejoindre le temple bouddhiste, c'est vrai que j'avais vraiment mal au cœur, quoi. J'étais tellement triste parce que je m'étais fait des amis, que c'était tout récent en fait, j'avais pas envie de les quitter. J'avais ma famille où je restais là-bas qui étaient des anges. On avait commencé à apprendre à se connaître. Donc voilà, il y avait tout un tas de choses qui avaient démarré. Et c'était à 1000 à l'heure, quoi. Tout ce qui s'était passé en 2 semaines, c'était incroyable. Et je devais partir, donc bon, j'étais triste. Ensuite, je suis arrivée, donc 3e semaine, au temple bouddhiste. Là, pareil, j'ai fait une vidéo sur mon retour d'expérience 1 semaine dans un temple bouddhiste. C'est très dur, c'était vraiment incroyable comme expérience. Ça m'a énormément appris. Je vous conseille vraiment, si vous êtes dans ce genre de délire, de passer à l'acte et un jour de faire une retraite méditative dans un temple. Pas forcément un temple bouddhiste, hein, d'ailleurs, il y a des temples de méditation, des centres de méditation, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette expérience-là, la vidéo est dans la barre d'infos et ici, si je peux la mettre. Et ça m'a fait un choc parce que de passer de l'effervescence de Bangkok, pour ceux qui sont jamais allés à Bangkok, c'est vraiment une ville, mais à 1000 à l'heure, quoi. C'est un truc, ça ne s'arrête jamais, c'est hyper vivant. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés, quand je leur dis alors qu'est-ce que t'as pensé de Bangkok, ils sont en mode oh, ah non c'est trop. Et moi je suis en mode oh, parce que moi j'adore, vraiment je suis amoureuse de cette ville, mais beaucoup de gens sont en mode non, franchement 2 jours max c'est trop. Et c'est vrai que ça ne s'arrête jamais, il y a une énergie de fou. Et pour moi c'est parfait, parce que moi je suis vraiment comme ça, je suis hyper énergique comme personne. J'adore en fait, genre je suis très calme à l'intérieur, donc je suis pas forcément comment dire, dépassée en fait par cette énergie. Au contraire, c'est plutôt une source de stimulation, de créativité, de motivation dans ma vie, et j'adore donc me retrouver dans le centre de méditation, dans le temple bouddhiste, c'était magnifique. Mais par contre, après, j'étais un peu larguée, quoi. J'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines de volontariat dans une ville de fou, puis 1 semaine dans rien, dans la jungle, à méditer pendant 8 heures par jour. Et le plus ouf dans tout ça, c'est que après la semaine dans le temple bouddhiste, je me suis retrouvée donc sur cette île à Koh Samui, sur une plage en fait qui s'appelle Chaweng Beach, qui est vraiment magnifique, incroyable. Koh Samui c'est mon île préférée, c'est magnifique. Mais j'avais décidé de prendre la meilleure auberge de jeunesse de Koh Samui, et c'est une bonne idée, mais c'était un truc en mode vraiment fêtard, quoi. Comme c'est la plage en fait, c'est vrai que c'est idéal pour faire la fête, pour mettre une magnifique piscine qui donne sur la plage, un bar, un DJ, voilà, le confort, tout, mais surtout party, genre vraiment party, les gens ils viennent que pour ça. Et donc c'était pas facile de passer du temple à ça. Puis en plus j'entamais ma 4e semaine de voyage, je commençais à me sentir un peu seule. C'est vrai que bon, on est seul avec soi-même hein, quand on voyage seul, même si on a des contacts, on parle à des amis et puis on se fait des nouvelles relations, des nouveaux amis. C'est des gens qui existent que depuis très peu de temps dans notre vie, donc c'est pas vraiment des amis d'ailleurs, et on n'a pas d'attache, on n'a pas de repères, surtout quand on est en Thaïlande, ça n'a absolument rien à voir avec la France. Donc avec en plus toutes ces perturbations, ces choses qui m'ont vraiment mis hyper hors de ma zone de confort et qui m'ont challengé, que ce soit le volontariat, être avec des Thaïlandais qui parlent pas forcément anglais, et ensuite le temple bouddhiste, ça m'a un peu secoué quoi si vous voulez, et je me sentais perdue, et j'étais seule avec toute ma spiritualité, toute ma connexion en fait à la vie, à l'univers, aux éléments, dans cette auberge de jeunesse de fous qui faisait la fête tout le temps. C'est un peu bizarre. Mais j'ai tout de suite rencontré, je pense le lendemain que je suis arrivée, j'ai eu tellement de chance, ça aussi c'est un truc qu'il faut que je dise dans mon bilan. J'ai tellement de chance depuis que je suis arrivée en Thaïlande. Je pense que c'est pas vraiment de la chance, je crois pas en la chance, je crois pas non plus aux coïncidences, mais c'était vraiment l'endroit où il fallait que je me rende parce que je suis bénie quoi, c'est-à-dire
Tous les jours, je ressens tellement de reconnaissance pour tout ce qui m'arrive parce que je rencontre les meilleurs gens. Il se passe tout le temps quelque chose. Alors, il y a eu des obstacles, j'ai eu des choses difficiles et j'en ai encore aujourd'hui. Hein. C'est pas tout rose non plus puisque c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai vécu tellement de choses magnifiques, j'ai rencontré tellement de gens bien. Voilà, de grâce, de facilité, de choses qui se sont bien passées. Comme par exemple les gens que j'ai rencontrés à Koh Samui, donc un Égyptien qui s'appelle Fadi. Fadi Habibi, je t'aime. Et Julie, une Française, avec qui j'ai passé la majeure partie de mon temps les premiers jours à Koh Samui. Donc c'était super sympa, on a chillé dans la piscine, on n'a pas forcément fait la fête, je crois que j'ai fait la fête une fois. Et avec un mec de Philippines qu'on a rencontré aussi. Donc ça c'est vraiment riche et incroyable, les rencontres dans les voyages, c'est vraiment vraiment super et ça change la vie et ça met du baume au cœur. Parce que je me suis rendu compte dans ce voyage que c'est bien d'être seule parce que quand on est seul, on peut profiter totalement de ce qu'on a dans les yeux, de ce qu'on a dans la vie en fait, ce que la vie nous offre. Parce que quand on est avec nos amis et qu'on voyage, on est toujours en train de parler, puis on se connaît, il y a cette historique, cette complicité qui fait qu'on est ensemble en fait, on est connectés ensemble. Et qu'on peut pas du coup connecter avec les autres, parce que c'est un choix, c'est l'un ou l'autre. Et quand on est seul, on est juste avec soi-même, donc on est tellement on est tellement vulnérable, on est tellement forcément ouvert, parce que si on est fermé, on reste tout seul chez soi. J'ai réalisé dans ce voyage-là que les choses sont beaucoup plus belles et la vie est beaucoup plus agréable quand elle est partagée. La solitude, elle vient vite peser en fait, et c'est vrai que partager en fait le contact humain, connecté à quelqu'un autour de quelque chose, rend cette chose plus forte en fait, plus vivante. Donc c'est le paradoxe et en même temps c'est ça, voyager seul, c'est aussi se rendre disponible aux rencontres. Et je vous avoue que je suis très contente de m'être fait des amis, des potes à Koh Samui, puisque moi, alors j'ai énormément apprécié, hein, c'est magnifique, c'est la plus belle île pour moi de Thaïlande, c'est vraiment magnifique. Mais moi, regarder la mer, être à la plage, nager, bronzer, faire que ça toute la journée, ça me fait trop chier quoi. Enfin, c'est pas mon délire en fait, genre je suis vite lassée par ce genre d'activité là. Je pourrais pas vivre par exemple face à la mer, non, ça m'ennuierait trop en fait. J'aime trop la ville, j'aime trop qu'il y ait un milliard de choses à faire, que tout soit accessible, etc. Parce que c'est vrai que Koh Samui c'est super quand t'as une voiture, oh là là, ou quand t'as un scooter, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais encore une fois, très peu de choses à faire comparé à des grandes villes comme Bangkok. Donc moi je pense que je me serais très très vite ennuyée si j'avais pas rencontré ces gens. Et aussi je trouve que franchement c'est être une voyageuse solo à la plage, c'est peut-être parce que c'est pas mon délire, c'est un peu triste quoi, c'est un peu nul, tout le monde fait la fête, les gens ils sont en couple, ils sont heureux et tout. Donc voilà, j'étais super reconnaissante et heureuse de rencontrer des gens et de du coup profiter de l'île avec eux. Donc voilà, ensuite je suis rentrée à Bangkok et j'ai profité, je me suis un peu plus posée pour le coup, en mode ce que je préfère faire à Bangkok, donc c'est-à-dire aller au temple, prier, aller au marché, manger, me balader, aider certains étudiants avec qui j'avais connecté au début du mois. Et ensuite j'ai réalisé que je voulais rester en Thaïlande et pas rentrer. Et c'était pas encore fou le coronavirus en France, hein. À cette époque-là, c'était fin février, donc voilà. Et là, je suis partie du coup au Cambodge pour faire une sortie territoire. C'est-à-dire que j'étais à la fin de mon visa, donc 30 jours, que je pouvais pas rester plus longtemps, que j'étais censée rentrer en France, donc pour pouvoir re-rentrer, je suis sortie quelques jours et le Cambodge c'est un pays frontalier de la Thaïlande, donc c'est super pratique, c'est à côté. Je suis allée au Cambodge grâce à mon amie Lorraine. Merci Lorraine de m'avoir fait découvrir Phnom Penh, c'était incroyable. J'ai adoré le Cambodge et je n'y serais pas allée parce que j'avais pas prévu en fait d'y aller si elle ne m'avait pas contactée, si elle ne m'avait pas proposé gentiment de venir et de me montrer sa ville et tout, enfin c'est incroyable. Cette fille je l'ai rencontrée au festival de Dour en Belgique, non mais cette histoire est ouf. Mais elle habitait à Paris à l'époque, elle est française mais elle est d'origine cambodgienne et elle a décidé donc de partir en fait vivre au Cambodge avec son copain, donc elle habite maintenant depuis quelques années là-bas à Phnom Penh. Voilà, c'est une histoire déjà en soi super intéressante, je lui dis tout le temps mais commence une chaîne YouTube, enfin franchement ce serait tellement une bonne chaîne YouTube les gars. Donc voilà, je suis partie au Cambodge pendant quelques jours et c'était super, j'ai adoré. Très différent de la Thaïlande, beaucoup moins moderne, beaucoup moins développée, mais par contre fraîchement en train de se développer, donc c'est
C'est magnifique de voir ça, je trouve. Mais je pense que j'y retournerai et que je ferai une vidéo sur le Cambodge, ça c'est sûr. Ensuite voilà, depuis je suis rentrée à Bangkok et je vis ma vie en mode expat. C'est-à-dire que comme vous voyez, je reprends les vidéos, j'ai repris sérieusement le yoga, la méditation parce que forcément j'avais pas les conditions pour faire du yoga ou de la méditation. Je vais me remettre à la cuisine aussi et je suis tout simplement posée et ça me fait du bien parce que putain, c'était vraiment difficile d'être toujours en mode baroudeuse, avancer, voyager, changement de plan, être tout le temps dans l'improvisation, les imprévus, c'est ça le voyage, hein. Ça m'avait un peu perdue en fait, je m'étais un petit peu perdue à cause d'être loin de la France, loin de tous mes repères, mes habitudes depuis si longtemps. J'ai ressenti là, la semaine dernière, une sorte d'angoisse mais en fait qui je suis quoi, surtout de pas parler français, de rien avoir dans ma réalité depuis 50 jours qui me connecte à qui j'étais, à qui je suis en fait, mais même j'ai envie vraiment de dire qui j'étais avant, me fait changer forcément qui je suis. Et en attendant de construire la nouvelle Léa, il n'y a pas grand chose quoi. Il y a juste zéro attache, zéro repère et honnêtement plus trop de racines et ça c'était assez difficile d'accepter de vivre aussi perdu. Il y a pas mal d'incompréhension quoi, je me fais pas forcément comprendre, je comprends pas forcément ce qui se passe. Parce que c'est la Thaïlande, parce que voilà, forcément différences culturelles, différences de langue. En plus, je vais pas dans les endroits touristiques, donc voilà, je me suis retrouvée quelquefois pendant plusieurs jours avec que dans des endroits où personne ne parle anglais et les gens ils parlent thaïlandais avec toi, devant toi, sur toi, à propos de toi. Ça c'est chiant, mais les Thaïlandais ont vraiment aucune honte de rigoler comme ça devant toi, sur toi. On dirait c'est genre non mais franchement ça va, rigole. Non c'est méchant en fait. Donc voilà, forcément avec le temps qui avance et plus je vais dans du lâcher prise et dans des expériences où je sais pas où ça va me mener, moins je me sens à ma place, moins j'ai de place et c'est normal puisque c'est pas mon pays et parce que c'est la différence culturelle et de langue est très grande. Alors je parlais avec mon cousin il y a 2 jours de ça, j'ai réalisé que ça fait 7 semaines que je n'ai absolument rien regardé sur Netflix. Pour vous dire à quel point j'ai vécu et à quel point, voilà, hein, j'ai plongé la tête la première dans la vie en disant oui à tout, en vivant un max d'expériences, mais du coup, zéro pause, zéro intimité, zéro répit, pas le temps de digérer mes émotions, de digérer ce qui m'arrive, même de vivre mes émotions, puisque quand on n'a pas d'intimité, on va pas faire sortir en fait ce qu'on ressent. Donc je pense que je vais finir cette vidéo avec les points positifs et ensuite les points négatifs de ce que m'a appris ce voyage. Alors déjà, où j'en suis aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse. Non pas que j'étais malheureuse à Paris, pas du tout, mais en fait je suis beaucoup plus épanouie parce que mon intérieur, en fait mon monde intérieur match avec mon monde extérieur aujourd'hui et c'était pas du tout le cas en France. C'est-à-dire que je ressentais en France un énorme décalage entre qui je suis et mes valeurs et comment je suis et l'énergie à l'extérieur, comment sont les gens, comment est le monde. Et avec les années, avec mon évolution, ça commençait à vraiment créer un énorme fossé et je commençais à vraiment plus comprendre et plus me sentir comprise et pas du tout être au bon endroit. Voilà, l'environnement en France c'est pas bon pour moi parce que c'est pas la même chose en fait que ce que je suis. Et ici, bam, énergétiquement on est dans la même vibe, les gens, l'environnement, l'atmosphère et moi c'est la même chose. Hyper positif, hyper calme, focus sur les solutions, sur profiter de la vie. Pas de stress, pas d'angoisse. Voilà, c'est le bouddhisme, je pense. De toute façon, 90% des gens ici sont bouddhistes, donc il y a un gros impact hein, forcément sur l'atmosphère, l'énergie en fait, la façon dont les gens vivent, dont les gens pensent. Et puis même, tout l'environnement me plaît énormément et match avec ma fréquence quoi, intérieure. Et donc, je suis beaucoup plus épanouie parce que je peux être beaucoup plus, comment dire, je peux éclore en fait dans cet environnement là et c'est magnifique et c'est magique et j'ai pas besoin de me prendre en permanence des ah non Léa c'est pas comme ça qu'il faut être, ah non mais t'es trop chelou Léa. C'est invisible hein, c'est pas dit directement, c'est inconscient mais c'est clairement les messages que je reçois par les gens et par les situations en France,
c'est je suis trop heureuse, trop enthousiaste, trop motivée, je dérange, je complexe les gens pensent que je me crois supérieure, tout un tas de conneries comme ça, qui vient des mauvaises intentions en fait, de la négativité, de la jalousie, et ici ça n'a aucune place ça, c'est juste ah mais trop bien, mais vas-y, enfin... Et puis en plus on te fait rien remarquer sur toi ici, c'est même pas une question, chacun garde ses trucs pour soi et on essaye juste de passer le meilleur moment. Et moi je suis grave comme ça, je suis grave simple, donc ici ça marche super bien. Ensuite, ce que ça m'a appris ce voyage, c'est d'accepter, comme je vous disais tout à l'heure, d'être perdu, de pas comprendre, de pas pouvoir se faire comprendre et de pas paniquer par rapport à ça, de danser avec la peur en fait. Si vous voulez, dans la vie on a plein de situations où on a peur et c'est normal, il y a plein d'obstacles, mais on essaye d'éviter la peur en fait. On n'essaye pas d'avoir un rapport direct à la peur en mode ah tiens, j'ai peur de ça. Déjà généralement on n'arrive pas au stade de se rendre compte de quoi exactement on a peur, mais en plus on ne va pas non plus jusqu'à dire ah j'ai peur de ça, bah voilà, je vais essayer de faire avec, et puis voilà, danser avec la peur en fait, prendre la peur dans la main et dire allez, on y va quand même, c'est pas grave, je vais pas mourir. Et du coup, bah, quand on voyage seul, parfois on est forcé de faire ça. Et c'est super parce que ça donne vraiment confiance en soi et ça donne vraiment des ailes et ça donne de la force d'accepter en fait, d'être juste assis dans sa peur, d'être dans la merde et de se dire bon bah voilà, clairement je suis perdue quoi. et ça c'est vraiment une belle opportunité de vie qui est pas agréable sur le moment et qui du coup permet, quand on vit des moments pas agréables et qu'on passe par ces moments-là, ensuite d'en ressortir plus grand. Et tout simplement, de manière générale, voyager seul, ça apporte beaucoup puisque on est, comment dire, on peut que compter sur soi, hein, voilà. Il n'y a pas de je vais appeler un tel, je vais me reposer sur un tel, il va m'aider, non. On est là, on peut compter que sur soi. Donc ça fait vraiment gagner confiance en soi, forcément. On doit aussi vraiment apprendre à lâcher prise et à pas vouloir tout contrôler parce que alors c'est une catastrophe si on essaye de contrôler le moindre détail. Bon bah on va se faire chier quoi, il va rien se passer de nouveau, de spécial. Il faut vraiment, quand on voyage seul, accepter de go with the flow, aller vers les choses comme elles se passent et pas forcément savoir ce qui va se passer. Par exemple, pas forcément réserver 2 semaines à l'avance, parce que si vous réservez 2 semaines à l'avance, bah vous passerez 2 semaines au même endroit et vous vous ouvrez pas en fait à toutes les possibilités et vous n'êtes pas dans lâcher prise et donc vous pourrez pas bouger en fait, vous pourrez pas être dans le mouvement. Donc de pas savoir en fait où je vais aller demain ou de pas savoir ce que je vais faire dans 2 semaines me permet de laisser cette porte ouverte aux rencontres et aux gens qui vont me dire ah mais moi je vais là, viens avec moi, je te montre ça, ah bah oui du coup je peux parce que j'ai rien prévu. Et donc je pense que abandonner l'idée de vouloir tout contrôler et lâcher prise, ça donne vraiment une force d'adaptivité, oh putain je sais plus parler, ça donne une capacité d'adaptation, mon dieu, plus grande, qui est très utile, puis surtout nous met plus dans un rapport de confiance en soi, en l'univers et en ce qui pourrait se passer de bien, en confiance en nous aussi, confiance en nos capacités. Voilà, ça c'est vraiment les grandes choses, je pense, qu'apporte le voyage seul. En gros, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Et ça, c'est génialissime dans la vie, de ressentir ça. Même si je le savais, franchement, je peux le dire honnêtement, j'ai vraiment vécu des situations qui m'ont fait dépasser mes limites. Et c'était pas facile. Et ça n'allait pas pendant ces situations-là, mais aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis mais putain, c'est génial, merci. Donc voilà, ça c'est les côtés positifs de ce bilan, de ce voyage. Et les côtés négatifs, bah bon forcément j'ai eu des désillusions par rapport aux Thaïlandais, voilà, c'est normal. On a des préjugés sur tous les gens et les choses qu'on voit parce qu'on les connaît pas au début, et ensuite on a la réalité qui vient et qui nous détruit nos illusions. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens le disent, on a tout de suite envie d'aimer les Thaïlandais, on a tout de suite... Ils sont très positifs quoi, ils ont une super bonne image, ils sont très sympas. Mais alors les mauvais côtés, c'est vénère, hein. C'est pas top, notamment dans les relations amoureuses. Pouf, je peux vous dire que... il y a des trucs assez ouf. Je pense que les mauvais côtés de ce voyage, voilà, c'était plus de me confronter en fait aux défauts. On a tous des défauts et des qualités. Aux défauts des Thaïlandais qui sont aussi grands que leurs qualités. Je sais pas, je vous ferai certainement une vidéo si ça vous intéresse. La vision des Thaïlandais en tant que Française, ça pourrait être sympa. Et de la Thaïlande aussi. Les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on ne sait pas, qui sont vraiment
choquante, hein. Il y a des trucs vraiment, c'est autant positif que négatif, hein, mais c'est très très étonnant. Mais bref, comme vous voyez, il n'y a plus de lumière, le soleil est en train de se coucher sur Bangkok et mon appartement. Alors oui, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire, c'est incroyable, mais ça ne me dérange pas de vivre dans 40 degrés de ressenti. Et aussi, forcément, j'ai bronzé. Voilà. C'était les choses les moins intéressantes de mon bilan. Et je conclus avec ça. Mais bon, plus sérieusement, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me partager vos retours en commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour vous, c'est pour communiquer avec vous, pour partager, qu'on partage nos expériences, qu'on partage nos pensées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.